Vous avez sans doute entendu parler des alarmes émises par l'ordinateur de bord du module lunaire lors de l'alunissage d'Apollo 11. Program alarm 1202. Souvent, l'histoire est résumée en expliquant que l'ordinateur a eu un problème et que les contrôleurs de Houston ont réglé ce problème. Dans cette vidéo, nous verrons que ce n'est pas tout à fait exact car l'ordinateur n'était pas en cause. Au contraire, c'est lui qui, de par sa conception, a sauvé la mission aidé par un coup de génie d'un certain Dick Koos. Nous verrons pourquoi l'alunissage n'a pas été abandonné, les raisons techniques de ces alarmes et pourquoi toute cette histoire est en grande partie due à une différence d'angle de vue entre les métiers d'ingénieur et de pilote. L'ordinateur d'Apollo a été conçu par le laboratoire d'instrumentation du célèbre Massachusetts Institute of Technology. Lors d'une mission, il y avait en fait deux ordinateurs identiques, un dans le module de commande et un autre dans le module lunaire. Et c'est celui-ci qui avait pour délicate et complexe tâche de poser l'engin sur la Lune. L'Apollo Guidance Computer, l'AGC, était très petit puisqu'il mesurait 60 cm par 32 et par 15, plus l'écran clavier. Alors qu'à l'époque de sa conception, les ordinateurs occupaient des salles de plusieurs dizaines de mètres carrés. Et cette prouesse a pu être réalisée parce qu'il fut le premier ordinateur composé d'électronique à circuit intégré et il est donc l'ancêtre de tous les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui. Il était capable d'exécuter 1 million d'instructions par seconde. Comparé aux 3 milliards d'un smartphone ou 5 milliards d'un ordinateur domestique d'aujourd'hui, ce n'était vraiment pas beaucoup. La capacité de stockage des programmes n'était que de 76 kilo-octets, là où aujourd'hui on dispose de disques de 1000 milliards d'octets. Ce manque de ressources impliquait un système d'exploitation efficace dont les innovations ont profité à tous les ordinateurs. Votre smartphone est probablement des milliers de fois plus puissant que l'AGC. Mais sait-il gérer tous ces équipements ? En effet, directement ou indirectement, l'AGC était interfacé à peu près tous les équipements de bord, comme par exemple un radar de rendez-vous, une antenne de communication radio, un désignateur de point d'atterrissage, un sextant, une centrale inertielle, un radar d'atterrissage et surtout les commandes de pilotage et les moteurs pour la poussée et la direction. Toutes les actions de pilotage manuel ou automatique passaient par l'AGC. Conçu au début des années 60, il était aussi le premier système numérique de commande de vol électrique, mais aussi calculateur de navigation et pilote automatique. À tel point qu'un peu plus tard, un exemplaire d'AGC fut monté sur un F-8 Crusader qui fut le premier avion équipé de commandes électriques numériques et sans autre système classique en secours. Sur cette photo, on voit l'affichage et le clavier de l'AGC. Ce Crusader existe toujours, il se trouve sur la base d'Edwards en Californie, devant l'Armstrong Flight Research Center. Nous sommes le 20 juillet 1969. À Houston, c'est l'équipe blanche de Gene Kranz qui est aux manettes. Cela fait 5 minutes et 10 secondes que la descente vers la Lune a commencé quand Program alarm 1202. Armstrong signale donc un code d'alarme 1202 de l'ordinateur et quelques secondes plus tard, il rajoute Give us a reading on the 1202 program alarm. Entre-temps, à Houston, Steve Bales, le contrôleur chargé de l'ordinateur, appelle Jack Garman qui se trouve dans une salle de soutien. 1202, what's that? It's executive overflow. If it does not occur again, we're fine. Yeah, that's what I think we had. Occurred again. Let's go. We're going that way. We're going that alarm. Roger, we got you. We're going that alarm. Yeah, occur, we'll be go. Lorsque Charlie Duke transmet le go aux astronautes, en temps réel, il s'est passé 27 secondes depuis l'appel d'Armstrong. Pourtant, les contrôleurs ne savent pas du tout ce qui a provoqué le dépassement de capacité de l'ordinateur annoncé par Garman. It's executive overflow. If it does not occur again, we're fine. Alors pourquoi ils n'ont pas demandé un abandon ? La réponse tient en fait dans la petite phrase qu'on entend pendant l'échange lorsque Charlie Duke dit « On a déjà eu ce type ». Il fait là référence à ce qui s'est passé 11 jours avant le décollage d'Apollo 11. Le 5 juillet 1969 avait lieu la dernière séance de simulation de l'alunissage avec le Mission Control. Cette séance mettait en jeu la salle de contrôle de mission avec l'équipe blanche, avec à leur tête le directeur de vol Gene Kranz. D'un autre côté, dans le bâtiment 5 du centre spatial de Houston, se trouvait le simulateur du module lunaire. L'équipe de simulation était dirigée par Dick Koos.
Et dans le simulateur se tenait l'équipage de réserve de la future mission Apollo 12, Scott et Irvine, donc pas Armstrong et Aldrin, qui étaient déjà à Cap Canaveral pour finaliser leur préparation. Ils ne seront donc pas au courant du résultat de cette simulation, car il s'agissait surtout d'entraîner les contrôleurs de l'équipe blanche. Jack Garman se trouvait également à sa place dans la salle de soutien, près de la salle de contrôle de mission. C'est le scénario numéro 26 que Dick Kuss choisit et qui avait pour objectif de tester la réaction des contrôleurs face à une alarme de l'ordinateur, en l'occurrence l'alarme 1201, qui était à peu près équivalente à la 1202. Lorsque l'alarme tomba, Steve Bells et Jack Garman ne comprirent pas ce qui se passait. Alors Bells demanda un abandon. Au débriefing, Krantz, Bells et Garman se virent passer un savon par Dick Kuss, très mécontent. « Vous vous êtes plantés, cette alarme ne nécessitait pas un abandon. » Et on réalisa alors qu'il n'y avait aucune règle de mission concernant les alarmes de l'ordinateur à 10 jours du décollage. Bells et Garman durent travailler d'arrache-pied pour établir ces règles. C'est pour cela que le jour J, le 20 juillet, quand les alarmes se sont déclenchées pour de vrai, Garman avait sous son coude cette fiche sur laquelle il avait noté toutes les alarmes et ce qu'il fallait faire, notamment pour les 1201 et 1202. Garman savait donc que l'ordinateur était surchargé et qu'il ne fallait pas demander un abandon, et ce, grâce au coup de génie de Dick Kuss. Bien qu'à ce stade, personne ne savait qu'est-ce qui surchargeait l'ordinateur. Aussi, à peine l'alunissage terminé, Houston demanda au MIT de trouver la cause du problème avant le redécollage, 21 heures plus tard. Et c'est George Silver, un ingénieur du MIT, qui très vite pointa le radar de rendez-vous comme coupable. A priori, un radar de rendez-vous, cela ne sert à rien pendant un alunissage. Pourtant, il était bien actif et nous verrons plus loin pourquoi. Voyons d'abord ce qui s'est passé autour de ce radar. La raison d'être de ce radar de rendez-vous, c'était de guider le module lunaire vers le module de commande pour revenir vers lui après l'excursion lunaire. À l'extérieur, ce radar était composé d'une parabole orientable et utile pour capter le signal du transpondeur du module de commande. À l'intérieur, un panneau de commande permettait de gérer ce radar. Il se trouvait juste devant Neil Armstrong. Un sélecteur permettait de choisir entre 3 modes de fonctionnement. Dans le mode LGC, c'était l'ordinateur qui pilotait l'antenne à la recherche du signal du transpondeur du module de commande. Dans le mode slew, balayage, c'est l'équipage qui orientait manuellement l'antenne. Et dans le mode auto-track, c'est le radar lui-même qui se calait sur le transpondeur. Les informations de position de l'antenne étaient transmises entre le radar et l'ordinateur grâce à 2 résolveurs d'angle qui permettaient d'acquérir les valeurs angulaires de la parabole en azimut et hauteur via 2 convertisseurs analogiques numériques. En mode LGC, les convertisseurs recevaient une alimentation de 28 volts sur une fréquence alternative de 800 Hz en provenance de l'alimentation de l'ordinateur et tout allait bien. En revanche, en mode slew ou auto, ils recevaient à la fois le signal 800 Hz de l'ordinateur et le signal provenant de l'alimentation générale. Mais ces 2 signaux n'étaient pas synchronisés en phase. La différence pouvait être complètement aléatoire, mais quand elle était de 90 ou 270 degrés, les convertisseurs se trouvaient dans une incohérence provoquant l'envoi de 12 800 interruptions par seconde, incrémentant ou décrémentant des compteurs dans l'ordinateur. Et devinez quoi ? Ce jour-là, la différence de phase était justement de 90 degrés. Mais dans quel mode était le radar ? Sur le plan de vol, avant le début de la descente, on peut voir la mention radar de rendez-vous ON, sans préciser un mode particulier. 2 minutes 20 secondes après le début de la descente, on entend Armstrong demander à Aldrin ce qu'il devait faire avec le radar de rendez-vous. Get rid of this radar. Yeah. The slew. La question d'Armstrong est un peu ambiguë, mais Aldrin lui répond slew. Donc, pour la suite, le mode de fonctionnement choisi était slew. Or, la charge de l'ordinateur était à ce moment-là autour de 85%. Mais les 12 800 interruptions par seconde qu'il allait recevoir des convertisseurs consommaient pratiquement 15% de temps processeur. L'ordinateur était quasiment à saturation, il suffisait d'une toute petite sollicitation pour le saturer complètement. Un peu plus tard, Aldrin tapa une commande 1668 sur le clavier qui eut l'effet d'une petite pichenette qui fit déborder l'ordinateur. Pour rétablir la situation, l'ordinateur fit un redémarrage logiciel pour ne conserver que les tâches prioritaires pour l'alunissage et éliminer les autres.
Mais puisque le radar restait en mode slow, par la suite, et pour les mêmes raisons, les alarmes se reproduirent à 4 reprises, jusqu'au moment où Neil Armstrong passa en pilotage semi-manuel, déchargeant ainsi sans le savoir l'ordinateur d'une partie de sa charge. Alors, pourquoi George Silver avait-il pu comprendre aussi vite la raison de ces alarmes ? Tout simplement parce qu'il avait déjà eu l'occasion de constater le problème lors de tests. Il avait fait une note technique et proposé un correctif. Mieux encore, Grumman, le fabricant du module lunaire, avait aussi déjà rencontré le problème et avait conclu que le mode auto était censé être qu'un mode de secours du LGC et donc que le problème ne devait pas se révéler en vol. Et pour le mode slow, le problème n'était pas considéré comme critique. Dans les deux cas, aucune action ne fut entreprise parce que du côté des ingénieurs concepteurs, on considérait que le radar de rendez-vous avait peu de raisons d'être en mode slow ou auto, et de toute manière, il ne servait à rien pendant l'alunissage. Mais quand on est pilote comme Neil Armstrong et Buzz Aldrin, on pense différemment. Pour eux, le radar devait être actif pour être prêt en cas d'abandon pendant la descente. Et la meilleure position devait être slow, puisque cela devait justement être la position la moins dérangeante pour l'ordinateur, puisque dans ce mode, la parabole ne devait pas bouger. Le bug des différences de phase a contrarié ce raisonnement et a mis en évidence l'absence de confrontation des angles de vue entre les pilotes et les concepteurs de l'ordinateur et du module lunaire. D'ailleurs, dès le mois d'août 69, George Low, alors directeur du programme Apollo, adressa un mémo à Dick Slayton, le chef des astronautes. Il se plaint de la grande confusion dans les checklists et des nombreuses modifications avant le début de la mission, et il y formule un certain nombre de recommandations pour la mission suivante, Apollo 12. Pour cette mission, pour éliminer le problème des modes slow et auto, une toute petite correction logicielle de 7 lignes fut apportée au code de l'ordinateur. Le bug était donc connu avant le départ. Si l'échec de l'alunissage a été évité, c'est en grande partie grâce à Dick Koos. D'autres missions ont eu moins de chance, comme Apollo 13 ou Challenger, car là aussi leur problème était connu avant le décollage. Moralité, on ne décolle pas tant qu'on sait qu'un verre est dans la pomme. Et aussi qu'on ne s'est pas abonné avec les notifications.